Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier. Bonjour à tous les auditeurs de KTO Radio, bienvenue dans ce nouveau numéro des conversations littéraires du week-end. Ce week-end, on va repartir en voyage, on aime bien dans cette émission partir en voyage avec des écrivains. Et pour ce faire, j'ai invité Cédric Gras. Bonjour Cédric. Bonjour Jean-Claude. Merci d'être venu lors d'une de vos escales à Paris. Oui, avec plaisir. Parce que les écrivains voyageurs, ça voyage en général, donc vous êtes souvent sur les routes. Je suis un peu surfait. Il y a quand même des périodes de rédaction qui sont très longues. Il faut être un petit peu casanier après avoir été nomade. Ça vaut mieux. Donc le nouveau livre que vous publiez, ça s'appelle « Les routes de la soif », joli titre, sous-titré « Voyage aux sources » au pluriel, donc de la mer d'Aral. Bien entendu... je suis un béotien absolu sur cette zone et tout ça. J'ai peur que pas mal de nos auditeurs soient un peu dans le même cas. Donc C'est méconnu. Vous allez nous donner une leçon de géographie, d'histoire, de géopolitique. On va partir en voyage. Mais auparavant, la question qu'on a envie de vous poser, c'est comment vous est venu ce tropisme ? Puisque quand on regarde votre CV ou votre pédigré, comme on veut, on se rend compte que vous avez... vécu, voyagé, travaillé dans ce qu'on appelait l'espace soviétique ou post-soviétique, l'Asie centrale, etc. Comment vous est venu tout jeune ce tropisme apparemment ? En réalité, c'est venu plus tard. Mais comme j'ai écrit exclusivement sur ces régions, effectivement, on m'associe à l'espace post-soviétique. Mais moi, quand j'ai commencé à me balader. D'abord, je faisais beaucoup de montagnes. Alors, je partais là où il y avait des montagnes. Donc, j'ai plutôt été Himalaya, Tibet. J'ai pas mal fait mon routard, comme on disait. Oui, parce qu'en plus, il y a un côté sportif. Avec le kit du même nom. Aventurier. Oui, et en Amérique latine. Toutes mes années un peu de découverte du monde, sac sur le dos, étudiant qui en goguette, c'était Tibet, Himalaya, Amérique latine. Et je suis arrivé, entre guillemets, sur le tard, parce que j'avais commencé à voyager tôt. Alors, quand je suis arrivé en Russie vers 23-24 ans, c'est vrai que j'ai eu un coup de foudre, un petit peu linguistique, culturel, et puis géographique, toutes ces immensités sibériennes, mais donc aussi l'Asie centrale, ça m'a fasciné. Et comme c'était en plus des régions qui s'ouvraient, on avait ce sentiment très sympathique d'être un pionnier. Voilà. Donc là, on est à la fin des années 90, quelque chose comme ça. Non, parce que vous êtes né en 82. Ouais, on est au tout début. Quand j'arrive dans l'espace post-soviétique, comme on dit encore aujourd'hui, c'est le début des années 2000. Ouais. D'accord. Donc c'est encore terra largement incognita pour nous. Oui et non. Enfin, en tout cas, on était des pionniers post-soviétiques. Voilà, exactement. Ces régions avaient été, interdites pendant tout le XXe siècle ou presque. Mais à la base, vous avez une formation de géographe. Tout à fait, oui. J'avais fait des études de géographie, en grande partie à l'étranger, par un jeu d'échange universitaire, notamment au Canada, et puis un petit peu en Inde. Mais qu'est-ce que vous étiez les fiches en Inde ? Mais je n'ose trop rien dire sur le sujet parce que vous êtes spécialiste. Mais non, mais plus on est de fous, plus on rit, plus on est nombreux, plus je suis content. J'étais très jeune et j'avais écrit ma maîtrise de géographie, qui ne doit pas valoir grand-chose, sur l'Himalaya, alors pour le coup oriental, l'Arunachal Pradesh, qui est une zone tribale, comme dit le gouvernement indien, qui a même un ministère consacré à ce genre de région. Ça me fascinait, l'Himalaya oriental, parce que c'était un espace largement fermé. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu ouvert, je crois, j'y suis jamais retourné. Oui, ça c'est... De toute façon, il y a de plus en plus de monde qui bouge et qui voyage, mais effectivement... ça ne doit pas encore être... c'est pas l'Everest. J'espère. Non, moi aussi, oui. Oui, donc vous avez fait une scolarité comme ça, un peu éclatée, mais avec cette notion de géographie centrale. J'ai terminé quand même... j'ai fini par avoir un master, parce qu'il y a eu la réforme entre-temps. Moi, je m'étais inscrit à un DEA, j'ai fini par recevoir un master. J'étais pile au moment de la réforme universitaire. Et puis ensuite, je suis parti en recherche, en doctorat. Puis, j'ai jamais soutenu ma thèse. Entre-temps, j'ai commencé à travailler pour le réseau culturel des Alliances françaises. Voilà, on va en parler, parce que ça a été important dans votre parcours. Mais vous aviez une idée de ce que vous feriez de tout ça ? Absolument ou pas du tout ? Vous auriez pu être prof de géographie en fac ou je ne sais quoi. Ouais, c'est ça qui à un moment m'a fait peur et c'est pour ça que j'ai un peu arrêté le doctorat.
Je me suis dit que j'avais pas la vocation universitaire, donc je me suis dit que la thèse, ça m'a vraiment passionné. Hein. Les recherches, d'ailleurs, même pour un livre comme celui-là, je fais un petit peu de recherche. Oui, vous êtes resté très géographe. Voilà, j'avais un vrai intérêt pour tout ce que je faisais, mais c'est vrai que le doctorat ne menant pas à une carrière pour laquelle je n'avais pas la vocation, a priori, j'ai bifurqué à ce moment-là. Mais l'écriture, vous y aviez pas pensé avant? Si. J'ai toujours été, je pense qu'on n'écrit pas si on n'aime pas lire, donc j'ai toujours été grand lecteur de littérature de voyage, y compris, puisque c'est ça qui m'a fait aussi un peu, comme tout le monde, en rêver et partir. J'avais commencé à griffonner quelques mauvais brouillons, je prenais des notes, voilà. Et progressivement, ça s'est un petit peu mis en place. J'ai commencé aussi à avoir une matière, parce que écrire c'est une chose, mais si on n'a rien à dire, parce que quand on est jeune, on n'a pas forcément grand-chose à dire encore. Littérature de voyage, si on n'a pas voyagé, remarquez, on peut inventer, ça se fait, mais ça s'est fait, mais c'est pas ça. Il y a des gens qui ont un talent particulier, qui sont très précoces, notamment sur le roman. Moi, c'était pas mon cas, je suis tout à fait lambda. J'avais cette envie d'écrire. Je commençais de manière maladroite, et le temps que j'ai une matière, un sujet, une plume peut-être un peu plus affûtée, et de l'eau qui a coulé sous les ponts avant que je publie. Ouais. Il y avait une tradition dans votre famille de voyageurs, de bourlingueurs, ou absolument pas? Non, pas spécialement, mais par contre il y avait un amour de la montagne. Ah d'accord. Mes parents, sans être ils faisaient même pas d'alpinisme d'ailleurs, mais ils aimaient la montagne. Donc, ils étaient dans l'éducation nationale, donc il y avait des congés assez conséquents l'été, et ils nous embarquaient, c'était camping dans les vallées, randonnée tout l'été, et c'était très bien. Et puis on avait un petit peu voyagé en Europe ensemble. Enfin, j'ai 3 frères, alors c'est une famille nombreuse, c'est pas évident non plus d'aller trop loin. Tout le monde dans le combi Volkswagen. C'est ça. Mon père avait acheté un espèce de combi Volkswagen, enfin, années 90, là, pas ceux des années 60. Mais c'est comme ça qu'on voyageait, oui, à Bakou, comme on dit aujourd'hui. En 2 mots? Oui, bien sûr. J'aurais aimé aller, j'ai jamais été à Bakou. Je me souviens d'une anecdote de la regrettée Hélène Carrère d'Ancos, quand elle était encore de ce monde et secrétaire perpétuelle de l'Académie française, un jour dit « Ah, j'ai voyagé à Bakou ». Et je la regarde et je lui dis « Ah bon, l'Académie n'a pas les moyens de vous mettre en première ?» Elle dit « Non, à Bakou, pas à Bakou ». Mais le Bakou, là, c'est au-delà de la plaisanterie, ça a marqué un peu ma génération, parce qu'à partir du moment où on lance cette aviation à Bakou, le tourisme a explosé. Moi, je trouve que c'est facile de dater l'explosion du tourisme de masse. C'est le début de l'aviation à Bakou. Les billets à 30 €, ça a fait exploser le monde du voyage, du tourisme, et avec les conséquences qu'on connaît. D'ailleurs, oui, beaucoup de gens s'en plaignent. Alors, pas seulement par élitisme intellectuel, mais pour la planète. On va en parler tout à l'heure avec vos fleuves, mais effectivement, le tourisme de masse. De toute façon, vous avez vu, la réciproque est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que les lieux touristiques sont en train de tout faire pour, sinon chasser, du moins extrêmement réguler les touristes. Rome, Barcelone, etc. On peut plus accéder au centre-ville, à certains sites, etc. Oui, parce que le tourisme se concentre sur des hauts lieux. On comprend, hein, c'est souvent des très beaux lieux, effectivement, mais il est très inégalement réparti, et ça pose des vrais problèmes. La terreur, c'est quand on voit un reportage à la télé sur « on va vous faire découvrir la plus belle crique de Thaïlande où il n'y a personne », etc. C'est absolument catastrophique. Vous voyez sur Internet les 20 lieux secrets à visiter, là vous êtes sûr qu'il y aura un monde fou. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Je connaissais un photographe, j'ai travaillé sur un photographe qui avait documenté Koh Lanta, l'île de Koh Lanta, expliquant que l'émission de TF1 avait fait des ravages, que l'écosystème des pêcheurs était ravagé, qu'il y avait trop de monde, qu'ils ne pouvaient plus pêcher, tout simplement. Tous les tournages de séries, même Games of Thrones, qui a été tourné en Irlande, ça a suscité un flux touristique très très important. Et c'est vrai que c'est pas forcément un service qu'on rend à ces paysages qui sont magnifiés dans certains films. Alors là, on parle de fiction, mais parfois même dans le documentaire, vous avez eu des très grands films documentaires dont la vocation, la prétention, je ne sais pas ce qu'il faut dire, était quand même de sensibiliser les gens à la beauté du monde. Et en réalité, on s'aperçoit que ça n'a donné... le résultat, ça a été de donner envie aux gens d'y aller, en fait. Et qu'après le passage, du coup, la beauté du monde en avait pris un sacré coup. Oui. En fait, moi, je dis souvent que les explorateurs qui nous font découvrir des nouveaux mondes, ils donnent le baiser de la mort à ces endroits-là, parce que à partir du moment où vous faites savoir
De nos jours, vous êtes sûr derrière que le tourisme s'engouffre là-dedans. Et puis, on ne peut pas non plus en faire le reproche aux gens. Je suis le premier à voyager, le premier à vouloir voir les beautés de la Terre. C'est un sujet, en fait, assez complexe. Mais ça revient dans les livres très souvent, des écrivains voyageurs qui ont tendance à... Eux qui sont là pour des motifs précis ou intellectuels, littéraires, etc., ont tendance à râler parce qu'effectivement, il faut faire la queue, etc. Il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas de hiérarchie. Quand on passe une frontière, moi je coche la petite case touriste, hein. Je suis pas chercheur, je suis même pas dans les affaires. Je coche la case touriste. Et puis il y a énormément de touristes individuels qui sont dans une démarche assez sobre, assez vertueuse, mais à partir du moment où vous additionnez tous les touristes individuels, ça donne une masse en fait. Marqué dans les zones où vous allez, il vaut mieux que vous cochiez touriste que journaliste, écrivain, reporter, chargé de mission. Il y a des mots, il y a des fonctions à éviter. Alors oui, mais en Russie, je me souviens, c'était assez drôle à l'époque, parce que touriste, journaliste, ça hérisse le poil. Jamais. Mais si vous dites écrivain ou poète, alors là tout va bien. Et c'est même fantastique pour eux. Il y a une grande tradition littéraire, un grand respect pour la littérature dans ces régions-là, qui date de l'époque soviétique et même antérieure. Et c'est vrai que si vous dites que vous êtes écrivain, alors là vous êtes bien reçu de journaliste et on vous met un coup de pied au derrière. Bien sûr, oui, ça, on a compris. Alors revenons un peu à ce premier contact. Donc vous aviez appris le russe ou pas ? Pas en France, non. Je l'ai appris là-bas. Ouais. D'accord. Vous n'avez pas fait l'INALCO Pas du tout, mais moi j'étais pas un très bon étudiant. J'étais un lycéen assez sérieux et je pense que d'ailleurs toutes mes bases mathématiques, orthographiques, grammatiques, etc. datent du lycée. Après, vous n'avez pas dépassé ce stade. Non, mais à l'université, je sais pas, c'est plus flou mes souvenirs. Mais je pense que j'ai bien fait l'université, cela dit. C'est-à-dire que on peut facilement jouer les dilettantes à l'université. Il y a très peu d'heures de cours. Et en réalité, moi, j'étais passionné par la géographie, donc j'ai beaucoup appris par moi-même. Je lisais beaucoup à côté, j'allais dans les bibliothèques. C'était pas forcément en rapport avec les cours qu'on nous donnait, mais je crois que j'ai compris le principe de l'université qui consiste à travailler autant par soi-même qu'à fréquenter. C'est l'idée, les cours. oui. Ce qui suppose, quand on arrive, effectivement, on a ce sentiment de livrer à soi-même. Moi, je sortais des classes prépa en plus. Et donc, quand on arrive là-dedans, on se dit, mais il ne travaille jamais, il ne se passe rien. Je peux rester chez moi, personne ne va me contrôler, etc. Il faut s'autodiscipliner assez vite, en effet. Et c'est aussi ça qui m'a donné envie de partir, parce que les raisons de rester en France pour quelques heures de cours me paraissaient assez faibles. Et en voyageant, on peut aussi travailler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre le voyage comme un simple plaisir des yeux, des sens, etc. Il faut aussi, et moi ce qui m'a toujours intéressé, se documenter, travailler en voyageant. C'est pas antagoniste les deux. En tout cas pour la géographie, pour peut-être pour d'autres disciplines. Alors j'imagine que dans vos lectures, il y avait L'usage du monde de Nicolas Bouvier. Oui, il y a longtemps j'ai lu L'usage du monde. C'est pas mon ouvrage préféré de Bouvier, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est même un livre qui m'a marqué, c'était Le Poisson Scorpion. Je ne suis pas le seul, c'est un récit quand même très particulier, très puissant et qui m'a... Quand on a un peu voyagé jusqu'à en avoir assez, entre guillemets, jusqu'à cette période un peu de solitude, de questionnement, on lit Le Poisson Scorpion et on repart. On trouve des choses et on repart. Et hop, on repart. Vous vous souvenez de votre premier contact avec cet univers qui allait devenir le vôtre d'une certaine façon ? Vous débarquez où ? Vous débarquez à Moscou comme ça, pof ? Les Russes, je les avais croisés déjà à l'étranger, notamment en Himalaya. Oui, et très bons alpinistes que j'avais pu croiser à gauche, à droite, des Ukrainiens aussi. Des gens tout à fait fantastiques, avec une autre, une autre appréciation du danger, du risque, quelque chose d'assez exotique finalement. On parlera tout à l'heure d'alpinistes russes avec un autre de vos livres. Et bon, ça m'a donné envie d'aller voir, parce qu'à l'époque, moi j'étais comme tout le monde, j'essayais d'aller un petit peu partout, je faisais le tour du monde, en désordre, mais je faisais le tour du monde pour voir le catalogue du monde et puis en choisir plus tard, quoi. Donc j'étais parti juste pour aller voir, puis ça m'a beaucoup plu. La Sibérie m'a absolument enchanté. Moi j'ai moins aimé les grandes villes russes, Moscou, Saint-Pétersbourg. Bon, c'était sympathique d'y passer un peu de temps, mais j'ai jamais habité d'ailleurs dans ces grandes villes. D'accord. Vous étiez plus proche du milieu naturel, c'est votre côté géographe, ça ? Oui, c'est l'Extrême-Orient russe, moi, qui m'a vraiment fasciné, dans lequel je suis resté assez longtemps. J'avais commencé d'ailleurs mon doctorat sur l'Extrême-Orient russe. J'étais basé à Vladivostok.
ça a été une région du monde très méconnue, vaste, évidemment, pas facile d'y voyager, il faut beaucoup de temps. Ça fait rêver Vladivostok en plus. Oui. Rien que le nom. Ah oui, le nom, bien sûr. Le nom, c'est extraordinaire. Moi, j'étais comme tout le monde, moi j'appelais ça les 3 V. Valparaiso, Vancouver, Vladivostok. C'est pas mal. Bon, mais finalement, ça a été Vladivostok. C'est pas mal. Et alors, le côté professionnel, du coup, comment vous passez de jeune qui fait le tour du monde, qui se balade, à directeur d'Alliance française dans la Russie post-soviétique? J'avais fini mes études à Omsk. Et après, j'étais arrivé à Vladivostok comme ça, comme simple lecteur de langue française à l'université. C'est l'université d'État d'Extrême-Orient. Rien que le nom, je trouvais ça très onirique. Alors Vladivostok, pour nous fixer, parce qu'il faut que vous soyez pédagogue dans cet entretien, Vladivostok, pour nous fixer la mémoire, c'est complètement à l'est de la Russie actuelle. C'est pas le point le plus à l'est, parce qu'il est très méridional. Vous n'êtes pas aussi à l'est qu'au Kamchatka ou au Tchoukotka. Vous êtes vraiment juste au nord de la Corée du Nord. Vraiment, c'est dans la continuité de la péninsule coréenne. Ça doit être 200 km, même pas pour arriver en Corée du Nord. Et c'est, contrairement à ce que l'imaginaire véhicule, une ville qui est assez méridionale. Vous êtes à l'altitude de Nice. Alors bon, il y a un courant froid dans le Pacifique Nord qui fait que les hivers ne sont pas non plus des plus cléments, mais vous avez aussi du sud les restes de moussons qui remontent. Donc c'est un climat assez particulier, parfois beaucoup de brouillard l'été. Et l'hiver, quand il y a de la neige, c'est des quantités énormes. On voit toujours une promenade le long de la mer. Oui, ça a été très aménagé. Moi, quand je suis arrivé, c'était encore le port soviétique. Et ensuite, ils ont fait des gros travaux d'aménagement pour la rendre un petit peu plus sympathique. C'est-à-dire que Vladivostok a été longtemps une ville fermée. Et militaire. La priorité, c'était pas du tout de faire une promenade de santé pour que les familles se baladent sur le bord de la mer du Japon. Donc ça a été fait évidemment après. Et donc vous débarquez là? Je débarque là, oui, avec mes petites valises, enfin mon sac à dos plutôt. Je fais une année à l'université d'État d'Extrême-Orient, et puis ensuite l'ambassade de France veut créer une alliance française. Parce que les alliances françaises, c'est vieux, ça date du 19e siècle, mais en URSS, il n'y en avait pas évidemment. Les premières ont été créées après la chute de l'Union soviétique, et il y en avait un petit peu à l'ouest de la Russie, mais pas en Extrême-Orient. Et donc là, j'ai obtenu un poste de volontaire international en administration, comme on dit. Et puis je me suis retrouvé avec la mission de créer l'Alliance française de Vladivostok. Voilà. C'était un très vaste programme, aurait dit un certain général. On va vous retrouver, Cédric Gras, dans un instant. Auparavant, on va écouter le premier morceau de musique, le loufoque pour nous, que vous nous avez choisi. Alors, ça s'appelle Karakoum. Oui. C'est un groupe de pop russe qui s'appelle Kruk. Kruk. Ouais. Donc on va écouter Karakoum par Kruk, et après vous allez nous expliquer ce que c'est, de quoi ça parle, et votre premier choix musical. Сотней в путь
Retour avec Cédric Gras, auteur des Routes de la Soif, entre autres, qui vient de paraître chez Stock, Voyage aux sources de la mer d'Aral. On était en train un peu de balayer votre parcours et donc on arrive en Russie et vous nous avez fait le bonheur de découvrir... Vous ne connaissez pas, hein. Non, absolument. Un groupe de pop russe des années 80 qui s'appelle Krug. Le groupe s'appelle Kruk, ou c'est le nom du leader, Kruk. je ne sais même plus. Et donc la chanson, au cas où vous n'auriez pas retenu, parce qu'il ne prononce que 122 fois en 3 minutes, c'est donc Karakoum. Alors, explication Cédric Gras, parce que là, j'avoue que vous avez plongé nos services de discothèque dans la perplexité. Là. Le Karakoum, c'est un désert, un des plus grands de la planète, un des plus arides aussi, un des plus terribles, qui n'est pas du tout connu en Occident. Mais que cette chanson d'ailleurs avait beaucoup popularisé à travers toute l'URSS à l'époque. Et le Karakoum aujourd'hui, c'est à 90% le territoire d'un pays qui s'appelle le Turkménistan. Et le Turkménistan est donc un désert, le Karakoum, et a de graves problèmes d'eau. Et c'est à l'époque, pour développer l'agriculture, notamment les plantations de coton, et puis abreuver la capitale Ashgabat, qui est à la frontière de l'Iran, qu'on avait creusé un immense canal, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle le canal du Karakoum, qui traverse ce désert, avec beaucoup de déperditions d'eau en route, sur plus de 1000 km. Et à partir de ce moment-là, à partir de l'inauguration de ce canal au début des années 60, la mer d'Aral a commencé à s'assécher à grande vitesse. Voilà, ça c'est donc l'univers de votre dernier livre. Et donc cette chanson, ça quoi ? Ça célébrait les beautés du désert de Karakoum, c'est ça ? Oui, c'est grosso modo. Le texte n'est pas, c'est pas de la grande poésie, et ça parle de l'aridité. Oui. C'est une caravane qui traverse le Karakoum et qui meurt de soif, etc. D'accord. Mais on est en raccord avec le thème des routes de la soif. Ah oui, complètement, mais le Karakoum est associé à la soif. Et moi j'ai choisi ce titre, Les routes de la soif, parce qu'aujourd'hui il y a de graves problèmes en Asie centrale, mais les routes de la soie, même à l'époque, c'était déjà les routes de la soif. Les caravanes de commerçants, elles allaient d'oasis en oasis, d'étape en étape. Elles traversaient notamment le désert du Karakoum. Elles étaient harcelées par les pillards turcomans, on les appelait à l'époque, les Turkmènes aujourd'hui, bien sûr. Alors, on vous a laissé à Vladivostok, où vous créez la première Alliance française. C'était quand, ça ? Voilà, vous me demandez des dates. Je dois les avoir à peu près. Mais... 2006 peut-être, quelque chose comme ça, je ne sais plus. J'étais tout jeune. C'était très amusant parce que moi j'étais directeur d'une toute petite alliance française. Oui, j'imagine qu'au début, ça n'a pas dû se bousculer à la porte. Il y a un intérêt pour la France qui est très lié à un amour de la culture française, mais qui ne trouve pas toujours une traduction pratique à la connaissance de la langue française. Donc ça se limite à ceux qui ont le temps, par intérêt intellectuel, d'apprendre le français. Mais évidemment, les hommes d'affaires à Vladivostok, ils apprennent plus volontiers le chinois, le coréen, le japonais, parce que tout ça est juste à côté. Et il y a beaucoup de consulats à Vladivostok, de pays du Pacifique. Et des vrais consulats, des vrais diplomates. Mais on m'invitait souvent comme si j'étais le consul de France là-bas, alors que c'était absolument pas le cas. C'était amusant. Moi, j'avais 25 ans, 26 ans. Mais ça a été déjà un poste que j'aurais jamais dû avoir à cet âge-là. Enfin, ça vous vaut la médaille du mérite des affaires étrangères, ai-je lu dans votre biographie. Oui, j'ai eu la médaille d'argent, pas passer le d'or, attention. C'est comme aux Jeux Olympiques. Donc, on plaisante là parce qu'on est en bonne compagnie, mais il faut saluer quand même ce rôle extraordinaire des alliances françaises dans le monde entier. Moi, j'en ai fréquenté partout, notamment en Inde, vous en parliez tout à l'heure. Ces gens font un travail formidable et souvent, quand il n'y a pas de consulat, quand il n'y a pas d'ambassade et quand il n'y a plus de services culturels, ce qui est le cas hélas à peu près partout, ces gens font un travail effectivement de représentation de la France, de diplomatie off, ils sont dans le tissu local, etc. Ils font un travail exceptionnel. Et c'est passionnant d'être directeur d'Alliance française, même d'une toute petite, parce que c'est très polyvalent. D'abord, il y a une petite structure à gérer quand même. C'est souvent les Alliances françaises, c'est des associations de droit local. Oui, absolument. Donc vous avez vraiment une mini PME dans les mains, quoi. Vous n'avez pas de couverture diplomatique, consulaire. Vous faites votre comptabilité, vous déclarez tout. Vous avez une petite PME locale, et puis voilà, vous faites un peu de diplomatie. Puis s'il y a des entreprises françaises qui viennent, vous allez essayer de les aider, vous faites un petit peu d'introduction, de prospection. S'il y a je ne sais quel projet culturel d'ampleur, vous allez aussi mettre un pied dans ce monde-là. Enfin, c'est absolument passionnant, c'est très polyvalent, c'est un très beau poste d'observation quand on s'installe dans un pays qu'on aime bien. Alors du coup, vous en avez enchaîné plusieurs, des alliances.
Alors j'ai vu Vladivostok et puis alors après j'ai eu un poste à Donetsk dans le Donbass. À l'époque personne n'en parlait, personne ne connaissait et moi-même d'ailleurs. On aurait préféré continuer à ne pas en parler. Évidemment. Et quand on m'a proposé Donetsk un jour, je ne savais pas où c'était. J'ai regardé. Donc il faut rappeler que Donetsk est une ville ukrainienne qui maintenant a été la plus grande ville annexée du Donbass par les Russes, en fait. Depuis 2014, pas depuis 2022. C'est le début de la guerre, le moment où les séparatistes soutenus par Moscou prennent une partie du Donbass, dont Donetsk en 2014. C'est là que tout commence. En réalité, après, la situation a été figée jusqu'en 2022. C'est là que vous êtes parti. Alors nous, on est parti parce que l'Alliance française, bien sûr, la France ne reconnaissait évidemment pas les républiques séparatistes, donc il était hors de question de rester là-bas. Et puis nous, on avait perdu aussi nos étudiants, nos professeurs. La plupart étaient partis à gauche, à droite. Donc on avait fait faillite, tout simplement. Et ça vous a valu une médaille, bravo. La République est bonne fille. Du coup, j'ai fondé l'Alliance française de Donetsk et je l'ai fermée. Je pense qu'on n'est pas nombreux à avoir fait ça. On espère qu'elle ouvrira un jour. On espère, oui. Sous le drapeau ukrainien, bien entendu. Pas gagné. Oui. Vous vous trouvez intellectuellement et sentimentalement, etc., au cœur, de certaine façon, des problématiques de cette guerre, puisque vous connaissez des gens de tous les côtés, vous avez sillonné la zone, etc. Oui, etc. Oui, bien sûr. Oui. Moi, je ne connais pas très bien l'Ukraine occidentale, les Carpates. Moi, j'allais à Kiev, évidemment, à l'ambassade, mais j'allais très peu dans la partie, ce qu'on appelle la Galicie, la région de Lviv, etc. J'ai été ensuite, à cause de, justement, la sécession soutenue par Moscou, j'ai été muté brièvement à Kharkov, comme on disait à l'époque, et puis à Odessa, mais ça a duré quelques mois, et puis mon contrat s'est terminé. Voilà. Même motif, même punition pour l'instant, non, mais Kharkiv et Odessa sont contrôlés ukrainiens pour l'instant. Mais largement bombardés, c'est pas le temps d'y faire des alliances françaises, hélas. Ils ont d'autres préoccupations. Évidemment. Oui, ils résistent toujours. Mais on avait créé à l'époque avec un collègue la celle de Kharkiv, qui n'avait pas. Il y avait des petites structures préexistantes, mais les alliances françaises sont vraiment un tissu culturel précieux et puis qui travaille au plus près des étudiants, par exemple. Ils sont complètement immergés, puisque, comme on le disait tout à l'heure, elles sont autochtones, elles sont dirigées par un board. Vous avez un conseil d'administration qui est constitué justement de francophiles locaux, et puis on essaye d'avoir des profils différents, susceptibles aussi de soutenir nos activités. C'est absolument passionnant. C'est derrière moi maintenant, mais ça a été une formation vraiment que j'ai appréciée. Et donc après arrive l'écriture, en fait. C'est ça. Alors quand mon contrat se termine en Ukraine, je décide que... Vous avez assez travaillé. 35 ans. Non, pas du tout, mais j'avais 35 ans, ça faisait un petit moment. J'avais déjà publié un premier livre, du coup, il venait de sortir. C'était quoi alors ce premier livre? C'était mes souvenirs de Vladivostok. Ça s'appelle Vladivostok, neige et mousson. Ouais. C'était un petit peu sur la vie à Vladivostok. C'est un premier livre. Aujourd'hui, je le réécrirais certainement très différemment. C'était chez Phébus? C'était aux éditions Phébus, ouais. Phébus, on va dire une année, si je la retrouve. Alors, ça doit être 2010, je crois, ou 2011. Comme vous êtes fâché avec les dates. 2011, la publication. Bon, ça va. Voilà. Alors, 2011, chez Phébus, votre premier livre. Tout premier livre. Vous vous souvenez de l'accueil qu'il reçut? J'étais pas là, en France, en plus. Parce que j'étais resté en Ukraine. Donc, je suis venu pour quelques salons du livre, mais j'étais quand même assez distant. Il a eu un accueil pas mauvais, mais assez discret quand même. Oui. Je suis pas sûr qu'il méritait beaucoup mieux, j'en sais rien. Vous êtes tombé à un bon moment, j'allais dire, parce que vous parliez tout à l'heure de littérature de voyage. C'est comme ça un peu qu'on caractérise ce que vous faites et que d'autres font. Mais pendant longtemps, en France, moi je me souviens comme critique, quand on parlait ou qu'un livre arrivait, on disait littérature de voyage, etc. Il n'y avait pas une condescendance, mais c'était moins chic et moins noble que le genre qui reste noble, qui est le roman. Donc le roman, c'est toujours le cas quand même. Oui, un petit peu. Ouais, non, mais il y a quand même eu un gros travail, notamment grâce à Sylvain Tesson, qui est un de nos amis. Il y a eu Bouvier, il y a eu Tesson. Mais Bouvier, c'était bien avant. Mais là, dans la littérature française de voyage moderne, Sylvain a créé un boulevard d'une certaine façon parce qu'il allie la littérature de voyage et la respectabilité littéraire. Tout à fait d'accord. Les Grands Prix, la Blanche, etc. On lui doit d'avoir des étagères littérature de voyage dans les librairies et les bibliothèques. Absolument, absolument. Il a beaucoup servi le genre. Et lui, maintenant, il a dépassé ce stade, entre guillemets, si vous voulez. Il est plus estampillé littérature de voyage, il fait autre chose, mais il a donné ses lettres de noblesse, il a redonné ses lettres de noblesse. Et alors j'en parle à ce dessein, puisque vous avez vécu une aventure avec... Oui, d'abord, Sylvain m'avait fait l'amitié
pour ce tout premier livre d'écrire une préface. Ah oui, j'oubliais ça. Et vous êtes un puis, bébé Tesson. À une époque, on s'entendait bien, on se côtoyait beaucoup. Et effectivement, on fait quelques voyages ensemble. Il était venu en Extrême-Orient russe quand j'étais à Vladivostok. Et puis ensuite, il m'avait sympathiquement embarqué dans l'aventure de la Bérésina. Ah, ça, c'est dément, ça. Pour le bicentenaire de la retraite napoléonienne. Donc, il avait refait la retraite de Russie. Vous aviez refait la retraite à moto. Oui, on avait fait ça en sidecar. On était 3 sidecars. Il y avait 2 Russes dans l'affaire. Et puis Thomas Guasque, qui est photographe. Je revois les photos avec le fanion. Là, je ne sais plus lequel porte un fanion. C'est Sylvain, en général. Oui, c'est complètement dément. C'était l'idée de Sylvain. Elle était très chouette, c'était aussi une plongée dans l'histoire que je connaissais vaguement, mais là, d'aller sur les lieux, ressentir sur les champs de bataille quelque chose qui vient de la profondeur quand même de 2 siècles d'histoire qui nous contemple, n'est-ce pas ? C'était assez touchant et tout à fait instructif. Ça a donné un livre absolument fantastique, gros succès. C'est un très beau livre, un de ses premiers succès. Oui, absolument. Et donc vous étiez catalogué dans les hurluberlus. Oui, non, mais Sylvain était beaucoup plus hurluberlu que moi. Ah, c'est le plus fou de tous, je confirme. C'était son idée, de toute façon. Moi, j'ai suivi avec bonheur et ça m'a beaucoup intéressé. Mais vous n'avez pas écrit là-dessus ? Non, mais absolument pas. À l'époque, j'avais pas la plume pour, peut-être. Et puis, c'est encore une fois, c'était le projet. Oui, bien sûr. Non, mais vous auriez pu faire une espèce de... Non, pas du tout. Mais d'ailleurs, en plus, moi, j'étais très intrigué par ce qu'allait écrire Sylvain, parce qu'au début, c'était pas fait pour un livre. Il devait en faire un reportage, je crois. Et puis, c'est ensuite un éditeur qui lui a dit, mais tu devrais en faire un livre. Et moi, je me demandais bien ce qu'il allait écrire, parce qu'on avait passé à peine 15 jours... on n'écrit pas un bouquin sur 15 jours de voyage en général. Non, il prenait des notes, non. Mais il a convoqué l'histoire, évidemment, et puis il a relaté de manière très, très, très drôle cette petite épopée. Enfin, il s'en est vraiment très, très bien sorti. Moi, j'étais fasciné par ce qu'il a réussi à faire avec un périple, somme toute, assez modeste. Voilà. Mais bien farfelu. Très bien mené, et assez farfelu. Avec des gens assez rock'n'roll aussi. C'est ce qui donne sans doute sa saveur au livre. Rien que le personnage des motos est extrêmetaire dans ce... Oui. La fameuse phrase de la moto, le sidecar soviétique, rien ne l'arrête, même pas ses freins. Surtout pas. Et est-ce que vous avez un côté, on parlait de voyage, vous parliez de votre folle jeunesse, de globetrotter, etc. Est-ce que vous avez un côté un peu risque-tout ? Parce que Tesson, il est louvdingue quand même. Oui, beaucoup moins que Sylvain. Ah oui, plus raisonnable. Oui, je suis plus, je sais pas, prudent, moi je dors plus, je fais moins la fête. Moins fracassé. Alors par conséquent, je suis moins fracassé. Comme quoi ça marche d'être prudent. Oui, c'est cassette partout. Toujours été comme ça. Sylvain a toujours voulu vivre de manière très intense et il prenait plus de risques à l'époque. Et moi, j'aime bien les calculer peut-être un peu plus. Et puis j'ai moins le goût, je pense, des choses extrêmes que Sylvain. Sauf sur la montagne. Oui, non, Sylvain est un très bon grimpeur. Et il fait des choses bien plus dures que ce que je peux faire moi. Alors, après, j'aime bien les ascensions, j'aime bien la glace, je me débrouille. Mais en grimpe, en varap pur et dur, Sylvain est meilleur que moi. Oui, quand il dévisse pas, oui. Et c'était même pas en montagne, malheureusement, son accident. Absolument. D'où beaucoup de regrets, je pense. Mais... On se souvient encore de son ascension des façades des églises à Paris. Et il faisait ça aussi sur les bâtiments. Il m'avait emmené une fois, on était allé à Notre-Dame. Ah, vous avez fait Notre-Dame ? Sur la flèche, avant qu'elle brûle. Mais il était très à l'aise. Enfin, il est toujours, d'ailleurs, je crois, encore assez à l'aise. Il y a un côté araignée comme ça. C'est très étonnant. C'est très étonnant. Donc, après ce premier livre, qu'est-ce qui se passe ? J'en ai fait moi, j'ai décidé, justement, je suis rentré d'Ukraine, du coup, j'avais 35 ans. Je me suis dit que si je voulais vivre de ma plume, c'était maintenant ou jamais. On fait pas ça à 60 ans, donc on peut, mais c'est quand même... Ça arrive, il vaut mieux essayer possible, plus tôt. Donc je me suis dit que c'est l'occasion. Je me suis donné 2-3 ans pour voir si ça me faisait vivre, et je me suis lancé dans une nouvelle étape de ma vie. J'essayais de vivre de ma plume. Alors c'était un peu de reportage, un peu de presse, des livres. Puis j'ai commencé aussi à travailler un peu pour du documentaire audiovisuel, parce que c'est difficile de vivre de sa plume, donc il faut faire ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et puis en plus c'est très intéressant. Il faut financer les autres voyages, repartir. Ça permet parfois de financer les voyages, de mutualiser. Et puis par ailleurs, le documentaire audiovisuel, d'abord on touche un public qui n'ira pas lire des livres. On fait passer aussi des choses. On regarde d'abord le documentaire et ensuite. Bien sûr. L'image permet aussi de faire passer des messages qui sont plus durs à exprimer par la plume. Et puis même d'un point de vue professionnel et personnel, ça permet de travailler un peu en équipe. Parce que sinon c'est très solitaire quand même de travailler à l'écrit. Donc ça fait plaisir aussi parfois d'avoir des contacts.
Oui, de sortir de sa bulle C'est ça. et de voir des vrais gens et de partager. Voilà, c'est une autre manière de travailler. Vous voyagez en général en solitaire? Bah, toujours, alors un peu moins justement depuis que je suis passé un peu sur le documentaire. On travaille avec des équipes réduites, hein, c'est des petits tournages, mais très mobiles d'ailleurs, heureusement. Mais puis on a fait pas mal de montagnes ces dernières années, alors ça se passe pas tout seul, parce que il faut s'encorder, il vaut mieux être plusieurs. Donc j'ai beaucoup voyagé en solitaire par contre à une époque. Après, mes premiers livres, ce sont des voyages en solitaire. Hein. Quand j'avais écrit Le Nord Céleste, c'est mes pérégrinations en Sibérie, très solitaire. Les écrivains voyageurs sont souvent solitaires. Ouais, ça a commencé comme ça. Bon, après, c'est au gré des projets, en fonction de... Mais j'aime bien me retrouver seul. En tout cas, ça me fait pas peur. Oui. Et alors, donc il y a toutes ces étapes, mais le livre de vous, qui est le grand décollage, vous parliez de Vivre de sa plume, c'est évidemment ce merveilleux Les alpinistes de Staline. Oui, grand décollage, ça reste de l'aviation légère. Hein. Prix Albert Londres, nanana, quand même. Oui, ça a été un succès, entre guillemets. Oui. Et j'en étais très heureux parce que le sujet m'avait passionné et puis j'avais beaucoup travaillé. Il y a une grosse doc, oui. Oui, ça m'a pris quand même... Ça s'est étalé sur 3 ans, pas à plein temps, mais ça a été des heures et des heures et des heures de travail. Donc je suis heureux qu'il ait rencontré son public. Voilà, on va dire ça comme ça. C'était quand ça déjà ? Il est sorti en 2020, après le premier confinement, je me souviens. Et puis, moi j'avais commencé à travailler en 2018, c'est ça. Il a fallu 3 ans. Donc là, on est dans une littérature de voyage, mais aussi fortement historique. Oui, bien sûr. Beaucoup travaillé. C'est le destin de ces 2 frères, les frères Abalakov, qui étaient les légendes de l'alpinisme soviétique, et qui ont connu un destin très soviétique, éminemment romanesque, mais tout est vrai. Moi, j'ai pas voulu romancer parce que leur vie dépasse largement tout ce qu'un esprit, même dérangé, pourrait imaginer. Et donc, j'ai pu... La clé de l'histoire, c'était d'aller travailler aux archives du KGB, puisqu'ils ont subi, malgré leurs exploits alpinistiques, les purges staliniennes et puis d'autres sévices du siècle rouge. Ça a été un grand bonheur d'écriture aussi, de recherche, parce que c'était un sujet vierge. Personne n'avait travaillé sur ses frères Abalakov, donc ça a été une merveilleuse histoire littéraire, tant dans l'écriture que dans l'accueil ensuite public. Alors nous, on n'est pas à Balakov, on est à Malakoff. On va marquer une pause pour écouter votre 2e extrait musical, et ensuite, vous reviendrez évidemment nous parler et des alpinistes de Staline, puis de Mao, et puis des routes de la soif. On va arriver à la fin, étancher notre soif. Donc on écoute d'abord cette musique énigmatique, et vous allez nous dire ce que c'est ? Oui. Allez.
Retour sur l'antenne de KTO Radio pour les conversations littéraires du week-end. Retour avec vous, Cédric Gras, pour les routes de la soif dont on va parler dans un instant. Alors auparavant, éclairez notre lanterne sur ce choix musical. Qui est cette dame? Qu'est-ce qu'elle chante? C'est une chanson ouzbek, là c'est de la langue ouzbek. La chanson s'appelle Marav et elle s'appelle Nassiba Abdoulaye, mais je ne suis pas sûr que ce soit sa composition, c'est une chanson ouzbek traditionnelle. D'accord. Et ça parle de quoi? Aucune idée, je ne parle pas l'ouzbek, je parle le russe, mais les langues turciques, centra-asiatiques sont pour moi... D'accord. Donc c'était juste pour être raccord avec la destination avec l'Asie centrale. Alors, parlons des routes de la soif, on a parlé des alpinistes, on va aller dans le désert cette fois-ci. Donc c'est à la fois un livre de récits de voyage au pluriel, parce que vous dites ça se fait en plusieurs fois. C'est pas un seul voyage où vous avez fait tout ça, mais vous avez fait un montage en quelque sorte de plusieurs voyages, plusieurs expériences, et avec un parcours et une idée bien particulière. Oui, l'idée c'était de partir de la mer d'Aral à sécher, comme tout le monde sait. Un peu de géographie, c'est où la mer d'Aral? Dans votre livre, il y a une petite carte, merci, mais à la radio. À la radio, bah oui, comment on fait à la radio? Alors, si je vous dis que c'est à cheval entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, c'est déjà plus clair. Je ne sais pas si tout le monde va pouvoir se placer sur sa carte mentale. En gros, c'est à l'ouest de l'Asie centrale, sachant que l'eau vient de l'est de l'Asie centrale. Il y a des grandes montagnes, le Pamir notamment, à l'est de l'Asie centrale, qui nourrissent et alimentent des fleuves qui traversent ensuite tous les déserts d'Asie centrale. Et ces fleuves, il y en avait deux, le Sirdaria et la Moudaria, venaient remplir la mer d'Aral au terme de 2500 km. Et l'idée, c'était de remonter de la mer d'Aral jusqu'à ses sources glaciaires, justement. Et ça permettait de traverser un voyage à travers l'Asie centrale. Alors on l'a fait une fois à rebours, donc vous partez du moment où les rivières se jettent dans ce qu'était la mer d'Aral. On part de l'ancien delta, qui est à sec, la mer d'Aral. Alors déjà, c'est pas une mer, la mer d'Aral. Non, c'est un lac. C'est un lac qui fait la taille de l'Irlande, 2 fois la Belgique à peu près. Et qui à l'origine abritait combien de milliers de mètres cubes d'eau? Un mètre cube, je ne saurais pas dire. Je sais pas quoi. Si vous le dites dans votre livre, là, c'est possible. C'était 2 fois la Belgique, il en reste à peu près 10% en surface. Sachant que le niveau a baissé aussi, donc en volume, ça fait encore moins que 10%. Mais il n'en reste plus rien, et surtout la dernière nappe d'eau est isolée. Elle ne reçoit plus d'eau. Le fleuve n'arrive plus jusqu'au rivage. Oui, parce qu'il est obstrué, pompé par tous les pays qu'il traverse. C'est ça, grosso modo. Le fleuve se tarit, en fait. Parce Déjà, il y a des canaux de détournement, de dérivation vers les cultures, vers le Turkménistan, vers l'Ouzbékistan, au Tadjikistan aussi, et aujourd'hui c'est la nouveauté, vers l'Afghanistan. Alors, géographiquement, la source est dans quel pays ? La source, moi je dis les sources, l'une des sources, parce que la source ça veut rien dire. Les sources sont au 4/5e au Tadjikistan, voilà. Le Pamir, et 1/5e en Afghanistan, dans les montagnes de l'Hindou-Kouch. Donc il prend sa source dans les montagnes. Voilà. Il prend sa source dans les montagnes. Et ensuite, c'est la traversée du désert, pour de vrai, oui. C'est-à-dire qu'il ne reçoit plus d'affluents ensuite sur 2000 km. Donc après l'Afghanistan, il traverse quel pays ? Tadjikistan, Afghanistan. Les eaux arrivent Tadjikistan, Afghanistan. Et ensuite, il arrive en Ouzbékistan, Turkménistan. Et là, sur 2000 km, c'est du désert. Il n'y a plus d'affluents, il n'y a plus d'arrivée d'eau, il n'y a plus rien. Et c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émissaires, comme on dit en hydrologie. C'est au contraire, on pompe dans le fleuve et ça part vers les cultures, vers des villes, vers l'industrie aussi d'ailleurs. Et tout ça disparaît et n'arrive plus dans le delta et donc plus dans la mer d'Aral. Et donc vous expliquez que c'est le premier pays déjà qui en prend la moitié, en gros. Alors, à l'époque soviétique, il y avait des quotas entre républiques qui ont été plus ou moins conservés après la chute de l'URSS. En gros, c'est assez simple, c'est Ouzbékistan 45, Turkménistan 45, 10% pour le Tadjikistan, ça nous fait 100. Et aujourd'hui, les Afghans... Qu'est-ce qui reste ? Le fleuve est entièrement consommé avant d'arriver à la mer d'Aral, c'est pour ça qu'il n'y a plus de mer. Et maintenant, en plus, les Afghans creusent un nouveau canal là, depuis 2 ans qui va prendre, paraît-il, d'après les déclarations des talibans, 20-25% du débit du fleuve. Donc ça nous met 25% de rien, ça fait pas grand-chose. Alors 125% du fleuve, ça marche plus. Donc il va y avoir des gros problèmes en aval. Et l'aval, c'est la République autonome du Karakalpakstan,
qui fait partie de l'Ouzbékistan. Caracal-Pakstan. Voilà. On se croirait dans Tintin, là. Vous inventez, c'est pas possible. J'invente rien du tout. Les Karakalpaks sont un peuple qui parle le Karakalpak, oui, bien sûr. qui a été intégré sous Staline. Qui écoute le groupe chanter Karakoum, on a bien compris. Alors le Karakoum, c'est au Turkménistan, c'est les Turkmènes. Le dictateur turkmène a fait une reprise de Karakoum assez légendaire, vous pouvez la regarder sur YouTube. Et le Karakalpakstan, ça a été créé sous Staline, enfin, c'est les géographes bolcheviques qui avaient créé cette république, enfin qu'il avait intégré l'Ouzbékistan. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est le Karakalpakstan, l'aval en fait du fleuve Amou Daria, qui évidemment est le plus touché et va l'être encore plus à l'avenir. Mais quand on est en aval, on est les derniers servis. Et donc la mer d'Aral s'est asséchée, mais le problème aujourd'hui, et c'était un petit peu l'objet de ce livre, c'est le fleuve en fait. C'est le fleuve maintenant qui pourrait connaître un destin comparable à celui de la mer d'Aral, c'est-à-dire s'assécher progressivement, se recroqueviller, se raccourcir. La mer d'Aral, elle est chez qui La mer d'Aral, Ouzbékistan et Kazakhstan, mais le Kazakhstan, il y a un autre fleuve qui tombe dans la mer d'Aral qui s'appelle le Sirdaria. Oui, et il tombe dans une grande baie. On apprenait ça à l'école. Voilà, Daria, c'est un mot persan qui veut dire fleuve. Et les Kazakhs, le Sirdaria tombe dans une grande baie au nord de la mer d'Aral et qui fait que 4% de l'ancienne surface, mais du coup ils ont fermé la baie avec une digue, comme ça ils gardent les eaux du fleuve Sirdaria sur une surface très réduite, mais qui a permis de reconstituer un espèce de gros lac. L'eau est un peu remontée, ils ont repris la pêche, etc. Alors je suppose que ce phénomène n'est pas récent. Là on est dans une phase critique, mais le début de l'assèchement, du pompage abusif, etc., ça remonte à des décennies. C'est le canal du Karakoum. C'est la culture du coton, la monoculture du coton développée par les soviétiques. Ah oui, alors vous ironisez sur les caleçons de Khrouchtchev. C'est pas moi, c'est Depardieu. Et là, j'arrive sur les rivages actuels de la mer d'Aral, qui sont loin, hein. Il faut faire des heures de 4x4. Et là, il y a un Ouzbek qui tient quelques yourtes pour les rares touristes qui viennent voir la catastrophe. Et Depardieu est passé là-bas. Et il a laissé dans le livre d'or merci à l'abruti Nikita Khrouchtchev d'avoir asséché la mer d'Aral pour ses culottes en coton. Et l'Ouzbek ne comprenait pas ce qu'avait écrit Depardieu. C'est le côté écolo de Gérard Depardieu, on ne savait pas qu'il y était. J'ignorais aussi. Et il était venu pour un tournage documentaire d'un film qui n'a jamais été diffusé, puisque entre-temps il y a eu une disgrâce à mains égards, voilà, quelques déboires. Donc, mais cela dit, l'expression n'est pas idiote. Les culottes en coton. Oui, c'est symbolique. En tout cas, c'est parlant. C'est parlant, exactement. On visualise. Les soviétiques avaient développé une monoculture du coton. Ils avaient assigné à l'Ouzbékistan et au Turkménistan la culture du coton. Voilà, et ça partait ensuite dans toute l'URSS pour différentes industries. Et c'est un héritage autour duquel s'est structuré l'économie, les villes, etc. Et c'est très délicat pour les Ouzbeks, les Turkmènes, que de faire reculer ces surfaces en coton. Alors ils essayent de diversifier, de passer au chou, aux carottes, au blé, mais ça rapporte moins d'argent. Et puis ensuite, il y a énormément d'emplois qui sont liés au coton. Donc tout ça est un héritage qui est à la fois précieux, parce que c'est quand même un quart du PIB de l'Ouzbékistan, par exemple, et en même temps qu'il va falloir adapter, faire évoluer, parce que l'eau va manquer. Le coton consomme énormément d'eau. Oui, en plus, c'est très gourmand. Et les techniques agricoles soviétiques dont ils ont hérité sont aussi très dispendieuses en eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils essayent aussi d'avoir une gestion de l'eau plus rationnelle. Et puis, il y a un chantier national sur la rénovation des canaux, parce qu'il y en a plein qui fuient, qui sont créés, qui ont été creusés à même le sable. Alors, il y a les étanchéifier, voire les couvrir. Ils passent au goutte à goutte. Enfin, il y a une marge quand même de manœuvre sur l'utilisation d'eau. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il y a de moins en moins d'eau qui arrive de l'amont. Et ils s'entendent entre eux, ces républiques en stand, comme vous dites? C'est pas si mal, parce que j'entends beaucoup cette expression, la guerre de l'eau, etc. Faut faire attention avec ça. Je la vois pas venir tout de suite, la guerre de l'eau. Et puis s'il y avait des choses très conflictuelles, ce serait pas une guerre d'invasion, ce serait plutôt aller contrôler. Il y en a qui ferment le robinet à un moment. Fermer un barrage, attaquer la tête d'un canal ou des choses comme ça. Mais donc il faut faire attention. Ils s'entendent. Ils ont des organes de concertation. Ils ont gardé à Tachkent notamment. Il y a un cercle qui est chargé de faire un petit peu le tampon entre les besoins des uns des autres, etc. Les quotas n'évoluent pas, personne ne veut reculer sur les quotas. Alors le problème de ces espaces de discussion diplomatique sur l'eau, qui ne sont pas complètement inefficaces, c'est qu'ils ne prennent en compte que les anciennes républiques soviétiques. Et là, maintenant que les Afghans entrent dans le jeu, parce qu'eux aussi sont riverains du fleuve et tout le monde l'avait un petit peu oublié, maintenant que les talibans creusent un canal, alors eux, ils ne sont pas dans les quotas.
ils ne sont pas dans les institutions On n'en régionales. parle pas en général. On ne parle pas. En plus, ils ne sont pas reconnus particulièrement à l'international. La diplomatie est compliquée. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle pour l'Asie centrale. Et c'est eux qui ont le robinet initial, presque. Ils sont, avec les Tadjiks, Ils sont bien placés. très en amont. Oui, voilà. Voilà. Exactement. Alors, cela dit, c'est une problématique mondiale, parce que vous écoutant, je pensais au Nil, Bien sûr. qui a les mêmes problèmes. On pense évidemment au fleuve de l'Inde. C'est le même problème, puisque Gange et compagnie prennent leurs sources dans les Himalayas, Alors, et que l'Inde et le Bangladesh sont en fin de parcours. les glaciers de montagne, Himalaya, donc, et Pamir, par exemple, en Asie centrale, la glace de montagne, ça représente très peu dans la glace mondiale, 3-4%, je crois. Le reste, c'est les glaciers polaires qui sont gigantesques. Mais ces 3-4%, je dis peut-être, c'est un ordre d'idée, hein, c'est peut-être 5-6, je ne sais plus. Mais ces glaciers de montagne, ils ont évidemment un impact direct sur les populations en aval. C'est le cas dans le sous-continent indien, c'est le cas en Asie centrale. Et encore, sur le sous-continent indien, il y a des moussons, il y a quand même des précipitations. En Asie centrale, il n'y a presque pas de précipitations en plaine, donc toute l'eau vient des montagnes. Voilà. Et on peut reprendre, c'est un peu le Nil, oui, de l'Asie centrale, en fait. Bien sûr. Avec un régime de crue qui est très différent, mais Non, je pensais au Nil à cause des robinets, là, puisque Bien sûr, en ce moment, ouais. les Éthiopiens sont en train de construire des barrages, et si les Éthiopiens pompent tout, les Égyptiens, au bout, ils n'auront plus rien. Voilà, c'est les Tadjiks qui font des barrages en Asie centrale. C'est pareil. C'est un problème mondial, effectivement. C'est une question mondiale. Et puis, en fait, l'arc de la soif, comme on dit, qui va en gros du Maroc jusqu'à l'Asie centrale aujourd'hui, passe donc par l'Égypte, le Moyen-Orient, l'Iran, etc. Et cette espèce d'arc de la soif, à l'époque, il n'allait pas justement jusqu'à l'Asie centrale. On a très longtemps pensé que oui, l'Asie centrale était désertique, mais il y avait ces gros fleuves qui coulaient des montagnes, que c'était suffisant. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que l'eau disponible par an, par habitant, commence à être comparable à celle de pays beaucoup moins bien lotis, notamment d'Afrique du Nord. Alors, ce qui est formidable, évidemment, quand on vous lit, c'est que votre livre, c'est à la fois un récit de voyage, au pluriel, on l'a dit. Ça s'est articulé avec un documentaire, donc il y a un côté aussi très visuel, vous faites vraiment, vous faites bien sentir. Et en plus, il y a toute cette ouverture sur les problématiques mondiales qui est évidemment passionnante. Oui, l'eau, c'est un problème à l'échelle planétaire, mais c'est vrai que l'Asie centrale, c'est un cas d'école. Vous avez vraiment ces déserts en aval et ces glaciers gigantesques qui sont un peu le château d'eau de l'Asie centrale. Alors, il y a une sursollicitation du fleuve, et puis il y a un problème qui vient s'ajouter, c'est que ces glaciers, ils commencent aussi à subir le réchauffement et ils commencent à fondre. Et en plus, c'est très trompeur, parce que quand vous avez des gros glaciers qui commencent à fondre, dans un premier temps, il y a plus d'eau qui coule. Donc, il faut anticiper. Les gens disent tout va bien, c'est l'abondance. Et... Pour l'instant, le débit du fleuve, en amont, à son maximum, ne baisse pas. Rapidement, parce qu'hélas, le temps passe vite quand on est avec un auteur passionnant comme vous, Cédric Gras. Prochain voyage, prochaine destination, prochain livre Prochain livre, je ne sais pas encore, prochain voyage là, dans l'immédiat, Kazakhstan. Rebelote Non, pas. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Je sais que pour les gens, tous ces pays, c'est pareil. Turkménistan, Kazakhstan. Kazakhstan, c'est un peu différent. Là, on voudrait aller dans l'Altaï. Donc beaucoup plus au nord, à la frontière avec la frontière sibérienne et puis chinoise. L'Altaï, qui est aussi une source d'eau cruciale pour le Kazakhstan, qui est un pays qui connaît lui aussi progressivement des problèmes d'eau, alors qu'à l'époque, c'était pas le cas. Les rivières viennent de Chine, les Chinois pompent aux sources. Ils sont nombreux. Ils se développent. Les Kazakhs ont aussi déplacé leur capitale dans des steppes. Donc la capitale se développe, mais la rivière initiale ne suffit plus. Donc on a un petit projet là-bas. D'accord, vous viendrez nous raconter ça quand vous serez de retour. On vous souhaite le meilleur. Cédric Gras pour Les Routes de la Soif, voyage aux sources de la mer d'Aral, qui va pas bien la pauvre. C'est chez Stock. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, la conversation littéraire, animée par Jean-Claude Perrier.